Vous êtes bien sur Mizzen TV, suite de notre série d'entretiens consacrée à l'histoire de la Palestine et à la généalogie du sionisme. Après une première entrée en matière consacrée à Théodore Herzl, nous poursuivons ce cheminement historique avec Youssef Boussouma. Bienvenue sur Mizzen TV, Youssef. Bien. Merci de votre présence. Nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à la figure de William Henry Eschler, donc qui est né en 1845 dans les Indes britanniques, qui est mort en 1931 à Londres et qui était un pasteur anglican anglais qui a joué un rôle essentiel dans l'accompagnement politique et je dirais institutionnel de Herzl, puisqu'il l'a accompagné jusqu'au congrès sioniste. Et donc vous allez nous dresser un portrait et nous apporter un éclairage sur cette figure de William Henry Eschler. Je vous donne la parole, Youssef. Alors, avec Eschler, on soulève une question cachée, une nouvelle question. Il y a plusieurs questions cachées dans le sionisme. La question arabe est une question cachée, et on en a une autre qui est la personnalité de Eschler. Alors, je dois dire il existe très peu de documents sur Eschler. À ma connaissance, il y a peu d'études qui ont été faites, en tout cas, autant que je le sache. Sans doute, on pourra me démentir, hein, mais à ce que je sais, hein, eh bien, il y a peu d'ouvrages sur Eschler, vraiment, de monographies, je n'en connais pas, ou sans doute en anglais, par contre, hein. Eschler, selon moi et selon un certain nombre d'éléments, est quand même quelqu'un d'essentiel dans dans l'histoire du sionisme et dans le développement du sionisme, et surtout dans le succès du sionisme. Alors il est reconnu maintenant par certains, surtout des anglo-saxons, hein, qu'Eschler a joué un rôle fondamental. Il est reconnu par un certain nombre d'entre eux que sans Eschler et sans son importance, alors on va voir qui est William Eschler, eh bien le sionisme, enfin Herzl en tout cas, serait resté un petit journaliste viennois narcissique et brumeux, complètement enfiévré, voilà. Et personne en réalité n'aurait eu accès à son livre. D'ailleurs, son livre aurait-il été connu même, hein. Faut quand même comprendre que Herzl n'est pas le seul à avoir mis en avant ce genre d'idée. On l'a dit auparavant, hein, on a eu Moïse Hess, on aurait pu parler aussi de Pinsker, Léo Pinsker, il y a Nordau, etc. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui a fait que Herzl a eu un tel succès? Eh bien, on a de fortes raisons de penser que Eschler a joué un rôle. Eschler est un pasteur. C'est un pasteur anglican. Il est né à Bénarès, en Inde. Donc il est plus jeune que Herzl, hein, beaucoup plus jeune que Herzl. Et c'est un pasteur qui a une grande importance. Alors il est de père allemand, missionnaire. Il est de mère britannique. Il a été chapelain de l'ambassade britannique à Vienne, hein. Donc Vienne, on retrouve donc Herzl, hein, c'est la patrie de Herzl. Et donc ce Eschler est donc est un pasteur qui est adepte des théories restaurationnistes. Les théories restaurationnistes, ce sont les théories chrétiennes, donc chrétiennes propres à certains courants du protestantisme, et qui, comme leur nom l'indique, veulent restaurer, hein, le royaume donc de Dieu, hein, donc en Terre Sainte, à partir de Jérusalem, et qui, pour cela, eh bien, ont une approche particulière. Alors, c'est ce qu'on appelle le sionisme chrétien, qui existe aujourd'hui, qui est très répandu, qui est très puissant même aux États-Unis, qui est une base politique très importante de Donald Trump, par exemple. Et ce courant restaurationniste évangélique, parce que c'est un courant évangélique, aux États-Unis, rassemble pas loin de 80 millions d'adeptes quand même. 80 millions. Qui chaque mois fait des prières pour l'État d'Israël, par exemple, hein, qui rassemble des sommes considérables et qui aujourd'hui est le premier pourvoyeur pour les colonies israéliennes de Cisjordanie, hein. L'essentiel des fonds qu'elles reçoivent viennent de ce courant restaurationniste évangélique américain. On peut dire qu'Eschler, c'est un lointain précurseur de ce courant, donc qui a toujours existé, puisqu'on on a eu l'occasion de le dire, hein, c'est ce courant autour des évangéliques,
qui n'a eu de cesse depuis le XVIIe siècle que de trouver un rabbin qui prendrait la tête d'une croisade juive pour reconstituer le royaume juif en Palestine et qui serait allié évidemment de puissances occidentales. Et William Eschler s'inscrit dans cette dynamique évangélique. Vous parliez de Cromwell Ah oui, on parlait de Cromwell, évidemment. Cromwell qui a été un des premiers chefs d'État en tant que tel à mettre en avant l'idée de la restauration d'un État, donc sous forme de royaume juif en Palestine, et qui serait évidemment allié de l'Angleterre. Et après Cromwell, il y a eu pléthore de responsables évangéliques, de responsables religieux protestants qui recherchaient un rabbin qui accepterait de... Voilà, ils n'en trouvaient pas. Ils n'en trouvaient pas, hein, parce qu'évidemment, on le sait, c'est une idée qui est contraire au messianisme juif, hein, qui dit que seul le Messie pourra reconstituer ce royaume juif. Et donc, du coup, Eschler, lui, fait partie de ces courants qui un petit peu veulent forcer l'histoire. Veulent forcer l'histoire à partir d'une idée simple. Si les Juifs se retrouvent tous en Palestine, en Terre Sainte, hein, eh bien, nous allons un petit peu faciliter le travail au Messie, en quelque sorte, et à tel point que le Messie sera, d'une certaine façon, contraint de revenir, parce que tout ce dont le Messie a besoin pour revenir sera en place. Il a besoin qu'une grande majorité des Juifs du monde soient en Terre Sainte, et puis tout cela sera accompagné par des catastrophes, des guerres, etc. Bon, ça c'est facile, hein, et donc du coup, il faut absolument tout faire pour que les Juifs se retrouvent en Palestine pour reconstituer le décor des temps anciens, c'est-à-dire le décor des temps bibliques, hein, propice au retour du Messie. Donc en 1884, pardon, vous interromps, juste pour aller dans votre sens, en 1884, Eschler écrit un petit traité qui s'appelle « La restauration des Juifs en Palestine », hein, vous parlez de ce courant de la restauration, et il écrit entre autres cette citation, je cite, « Il est du devoir de tout chrétien d'aimer les Juifs ». Voilà, peut-être pour exprimer le ressort du sionisme chrétien. Alors c'est les aimer d'une façon particulière, c'est-à-dire que on a différentes façons de voir les choses, on peut les persécuter parce qu'ils ne sont pas de la bonne religion, hein, mais on peut aussi avoir besoin d'eux parce qu'on a besoin d'eux d'une certaine façon. Hein. C'est comme une pièce de théâtre, et on a absolument besoin d'un acteur. Alors certes, on n'aime pas cet acteur, mais on a absolument besoin de lui. Hein. Et vous savez ce que les Saintes Écritures disent à ce propos. Les Juifs, une fois qu'une grande partie des Juifs seront présents à Jérusalem, hein, eh bien la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal se produira, que certains appellent la bataille d'Armageddon. Hein, et au cours de cette bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal, les 2 tiers des Juifs seront tués et le tiers restant sera converti à la vraie religion. Évidemment, vous l'avez compris, pas besoin de vous faire un dessin pour savoir quelle est la vraie religion, hein, le christianisme. Et donc, du coup, voilà l'avenir qui est promis. C'est la raison pour laquelle ces courants évangéliques américains sont dénoncés comme étant antisémites, et à juste raison, par un certain nombre d'antisionistes, hein, bien évidemment, hein, ou de juifs qui simplement n'acceptent pas cet état de fait. C'est propre au protestantisme, cette vision-là, ou est-ce qu'on la retrouve encore dans le catholicisme? Alors à l'origine, elle est propre à tous les chrétiens. C'est-à-dire que tous les chrétiens aspirent donc au retour du Messie, et d'emblée, eh bien, cette vision selon laquelle les Juifs, une fois que les Juifs seront à Jérusalem, eh bien la bataille aura lieu, etc. Ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les chrétiens. Sauf que il y a différentes façons de voir cela. Il y en a certains qui sont majoritaires au sein du catholicisme, évidemment, qui voient cela comme étant simplement une prédiction lointaine, vraiment lointaine. Hein, il faudra attendre le retour du Messie, et puis une prédiction sur laquelle l'homme ne doit pas agir. Puisque c'est du seul ressort, hein, des forces divines. L'eschatologie, quoi. Voilà, dans l'eschatologie chrétienne. Et voilà, telle que l'adoptent les catholiques. Donc très rapidement, après les premiers temps de l'Église, eh bien les catholiques, enfin le courant catholique qu'on va appeler tel quel, hein, va prendre du champ par rapport à cette vision. Et voilà, ce sera un vœu pieux. Voilà comment les choses se passeront le jour où. Sauf que lorsque le protestantisme et certaines versions extrêmes du protestantisme, comme les évangéliques,
quand ce courant vont apparaître, eux se placent en concurrent avec l'Église catholique. Et ils reprochent à l'Église catholique justement d'avoir pris du champ par rapport aux Écritures saintes, d'avoir pris beaucoup de liberté. D'ailleurs, pas uniquement par rapport au texte, mais aussi au niveau du comportement. Hein. Ça, on le sait, ça fait partie des grandes critiques hein, que les protestants accuseront donc le clergé catholique de vivre dans le luxe, etc., de ne plus respecter. Alors, du coup, eux se veulent coller. Hein, ils se prétendent les vrais chrétiens. Le fondamentalisme, on parle de fondamentalisme. Exactement, on peut parler de fondamentalisme. Et alors ils veulent coller à la Bible. Hein, ils reprochent justement aux catholiques d'avoir pris du champ par rapport à la Bible. Alors ils vont tout faire d'abord pour les traductions de la Bible, hein, pour que la Bible soit accessible, et les Écritures saintes. Mais en même temps, eux ils disent attention. Nous, toutes ces choses, cette eschatologie, c'est pas simplement un vœu pieux. Non, il faut que ça se réalise. Et nous allons tout faire pour que ça se réalise. Donc, si on peut mettre notre main et aider à cette réalisation, c'est ce que pensent pas tous les protestants, mais un certain nombre de courants protestants évangéliques, eh bien, il faut absolument tout faire hein, pour agir dans ce sens. Nous allons un petit peu faciliter, mâcher le travail en quelque sorte au Messie. Hein. Le Messie a besoin d'un coup de main. Voilà, on va un petit peu l'aider. Et donc Eschler Et donc Eschler se situe tout à fait dans ce courant, hein, les restaurationnistes. Et Eschler, lorsqu'il rencontre Herzl, c'est du pain béni. Si je puis dire, c'est vraiment du pain béni. Il a rencontré l'homme de la situation. Alors, on aurait aimé rencontrer un rabbin, je vous l'ai dit, depuis Oliver Cromwell. Alors, on rencontre un Herzl, on peut dire qu'il y a un petit peu un journaliste. Un journaliste, alors, mais il a ce côté enfiévré, ce côté passionné, ce côté qui est tout à fait propre à alimenter comment disons, les rêves d'un Eschler, les rêves restaurationnistes d'un Eschler. Alors Eschler alors qui est-il? Alors d'abord il a une importance parce que c'est un précepteur, hein, et donc il a été précepteur d'un certain nombre de personnages importants. Frédéric Ier de Bade, prince allemand et grand-duc de Bade, ce qui lui permet d'accéder aux familles princières européennes. Absolument. Donc il a une visibilité sur les familles princières, il a des liens avec les familles princières, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Et il va tout faire pour que Herzl rencontre ces gens-là. Donc il va lui ouvrir quantité de portes, hein, des portes qui seraient totalement fermées. Il faut bien avoir en tête ce que c'est un petit journaliste viennois, comment un petit journaliste viennois hein, pourrait être de l'Empire austro-hongrois, pourrait rencontrer de tels personnages. Hein, voilà. Et grâce à Eschler, eh bien, ça va être le cas. Il va rencontrer non seulement cela, donc Eschler va jouer un rôle pratique, concret, hein, d'accord, de public relations, nous dirions. Entremetteur. Exactement, entre Herzl, parce que un personnage important permet l'accès à un autre personnage important et un peu plus élevé dans l'échelle sociale. Il lui ouvre des réseaux politiques. Finalement. Des réseaux politiques. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il permet aussi à Herzl d'asseoir davantage sa pensée et sa réflexion. Alors certes, il rencontre Herzl lorsque Herzl a déjà écrit en 1896. En 1896, lorsque Herzl a écrit justement son livre, Judenstadt, un État des Juifs. Mais il va permettre à Herzl d'asseoir sa pensée, de la structurer davantage. Et en retour, Herzl juge l'importance de Eschler tellement centrale qu'il va lui permettre de participer au congrès sioniste. Et Eschler, de fait, va être le seul non-juif à participer à tous les congrès sionistes, y compris après la mort de Herzl. C'est très important. Hein. Donc on voit quand même la centralité de ce personnage. C'est pour ça qu'on est étonné du peu d'importance qu'on accorde en France à ce personnage. Et je crois qu'il y a davantage de sources chez nos amis anglais et américains. Comment vous l'expliquez ça? Alors, comment c'est un malaise Alors, comment l'expliquer, je ne sais pas. Une ignorance ou... Alors, ça peut être à la fois les deux. Alors, d'abord, je pense que beaucoup même de sionistes ne connaissent même pas Eschler maintenant. C'est étonnant. C'est étonnant parce que en son temps, il était très connu. Et je pense que pour certains, c'est un mélange des deux, donc de méconnaissance. Et pour d'autres, c'est la volonté de tout centraliser sur Herzl et de faire que cette idée du sionisme ne soit pas considérée comme une idée
où des non-juifs aient pu avoir leur importance. Et ça, c'est essentiel parce que personnellement, je fais partie des gens qui considèrent que le sionisme a d'abord été chrétien avant d'être juif en tant que tel. Je parle du sionisme politique, on est bien d'accord. Je ne parle pas de l'idée d'aller passer les restes des séjours à Jérusalem, comme c'était le cas depuis très longtemps. Et Vous comme parlez du sionisme moderne, sous sa du forme sionisme moderne, sous forme moderne, le sionisme politique. étatique, Alors, bien sûr, institutionnel, bien sûr, politique, quoi. bien sûr, le sionisme politique. Je pense que les chrétiens, alors pour des raisons religieuses, mais parce que ça se situe à la limite entre le politique et le religieux, très souvent Théologico-politique, quoi. chez les évangéliques et certains courants, eh bien je pense qu'effectivement, j'ai de bonnes raisons de penser que ce sionisme a été chrétien évangélique avant même d'être juif. Alors voilà. Alors donc, et Herzl donc va bénéficier de toute la puissance des réseaux de Eschler. Et alors, il sera intéressant de se pencher sur les congressionnistes. Alors, il y a encore beaucoup de choses on a encore beaucoup de choses à découvrir sur Eschler, et j'encourage les gens qui le peuvent, qui le veulent, à s'intéresser à ce personnage et à faire des recherches. Parce que s'est-il passé dans le détail de ces congressionnistes? Eschler est-il intervenu? Pouvait-il intervenir? Il y a des chances que... Il y a des comptes rendus, non Alors, il y a des comptes rendus, il faudrait se pencher dans le détail sur les comptes rendus. Que disait Eschler? Il a une force de conviction, quand même. Alors, Eschler est quand même quelqu'un qui est complètement imbu d'idées coloniales. On l'a dit, il est né à Bénarès. En Inde britannique. En Inde britannique, la perle de la couronne, comme on disait, pour les Indes, le royaume des Indes. Et donc, il est complètement imbu. Alors, c'est Rudyard Kipling, etc. On voit bien à quelle période tout cela fait référence. Et je crois qu'il est aussi intéressé à l'Afrique du Sud. Je crois qu'il a voyagé également en Afrique du Sud, Eschler. Donc, il est complètement imbu de cette idéologie coloniale, tout ce brainstorm dans lequel va baigner Herzl, finalement, et qui est le propre de cette période. Vous me direz, ça n'a pas forcément changé à certains égards. Mais en tout cas, je crois qu'on a là quelqu'un d'important qui est ignoré, qui continue à être ignoré, puisque je mets au défi de quiconque de me sortir alors si elle existe, tant mieux, une monographie en français sur William Eschler. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors William Eschler, comme vous l'avez dit, donc ouvre son réseau à Theodor Herzl. Il organise des réunions et notamment une réunion avec le duc de Bade, donc un duc allemand, le Kaiser allemand, et un certain politicien britannique du nom d'Arthur Balfour. Oui. Donc c'est intéressant cette rencontre. C'est très intéressant. Balfour, qui sera à l'origine de la célèbre déclaration à laquelle le pauvre peuple palestinien doit d'avoir perdu sa patrie, momentanément nous l'espérons. Donc ça veut dire que Herzl a rencontré Balfour bien avant la déclaration, parce que la déclaration Balfour date de 1917, et donc cela veut dire aussi beaucoup de choses. Alors, d'abord, que Balfour, comme la plupart des politiciens, anglais et américains, baignent complètement dans ce climat restaurationniste. Ça, faut le savoir. C'est Lloyd George, le Premier ministre britannique, qui longtemps après, alors que déjà la question de Palestine apparaît comme compliquée à certains, que dirait-il aujourd'hui, mais c'est, je crois, Lloyd George, c'est Lloyd George sans doute, ou alors le président américain Wilson, américain, qui lorsqu'il a interpellé sur cette question, sur la question de Palestine qui va déjà commencer à être débattue, eh bien dira, depuis que j'ai lu, depuis que je me suis replongé dans les anciennes écritures, tout me paraît clair maintenant sur la question de Palestine. Je comprends enfin. Donc ça en dit long sur l'approche complètement religieuse de cette affaire où la Bible est considérée comme un livre d'histoire. Comme la Bible est considérée comme un livre d'histoire. Et on peut s'inquiéter du fait que des hommes politiques qui ont en charge des responsabilités énormes, et notamment la paix ou la guerre, puissent considérer un livre religieux comme étant un livre d'histoire, parce qu'on sait à quelle catastrophe cela peut aboutir.
Certes, ces saintes écritures sont tout à fait honorables, il n'y a pas de problème, bien sûr, mais il est convenu habituellement de faire malgré tout la part des choses entre un livre de religion, hein, et un livre d'histoire, ou sinon, bah, voilà, on n'a plus que nous, historiens, à nous convertir en hommes de religion. Et l'inverse n'est pas vrai. Et donc, comment tous ces politiciens anglais qui feront qu'on aboutira à cette déclaration Balfour. Hein. D'abord, c'est-à-dire que Balfour n'est pas le seul. Je l'ai dit, c'est pas un hasard si la plupart sont des anglo-saxons et qui sont extrêmement imbibés de cette conception, je dirais, politico-religieuse, où la Bible tient un rôle essentiel. Et où donc toutes ces idées de restaurationnisme sont des idées courantes, sont des idées qui sont pas du tout anormales et qui sont considérées même comme évidentes. Je crois que c'est important parce que on est là à un moment où la religion est un champ politique, constitue un véritable champ politique, hein, dans lequel la politique classique n'est qu'un élément. Hein, il faut comprendre à quel point le religieux tient une place importante dans le regard d'hommes politiques anglo-saxons. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque quand on s'intéresse à la conquête de l'Amérique et au peuplement de l'Amérique, hein, eh bien, on voit aussi l'importance extrême qu'il y a eu, que la religion a joué. Et Schler disait Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui encore. Et Schler disait lui-même, je cite, « Selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide à ce mouvement en tant que chrétien pleinement convaincu de la vérité de la Bible. » Fin de citation. Oui. Alors, si c'était un chrétien convaincu de la vérité de la Bible en tant que tel, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est un chrétien convaincu de la vérité de la Bible et qui va mettre en application la vérité de la Bible ou la façon dont il reçoit cette vérité de la Bible avec des moyens politiques très importants dont il dispose, cela change tout. Cela change tout et cela peut aboutir à des catastrophes. Merci Youssef Boussouma. C'est la fin de cette chronique consacrée donc à William Eschler, une figure largement méconnue de l'histoire du sionisme. Et nous aborderons dans un prochain entretien la déclaration Balfour et le mandat britannique. Merci à tous nos éditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur Musen TV.